cette fois-ci, nous irons à la rencontre de ce grand monsieur qui nous fait honneur et plaisir de répondre à notre invitation. Bienvenue, monsieur Ndjera Sow. Merci, merci beaucoup. Beaucoup de Tchadiens, beaucoup, quand on énonce le nom de Ndjera Sow, le Bémadial, on voit le ministre. À part ça, on ne vous connaît pas très bien. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui est vraiment Ndjera Sow sans la casquette de ministre? Alors, tout d'abord, je voulais profiter de ce plateau pour vraiment remercier cette initiative au positif. Parce qu'en fait, ce pays, vous savez quoi, allez-y sur Google, vous tapez Tchad, et puis cliquez sur image. Vous allez voir que c'est des chars de combat, c'est des hommes en armes qu'on voit tout de suite. Et donc, de telles émissions qui montrent différemment l'image de notre pays, je trouve ça très louable. Et chapeau encore une fois de plus à toute l'équipe et l'organisation de... Alors c'est vrai, j'ai été découvert ici lorsque j'ai été fait ministre, mais Ndjera Sow, c'est toute une histoire. Et vous savez, c'est très difficile de parler de soi. Et donc, peut-être avec le temps dans vos questions, peut-être que je vais me révéler, mais rester comme ça, commencer à dire que je suis ceci, cela, à part décliner mon identité civile. Ndjera Sow est né à Moundou. J'ai fréquenté de l'école primaire jusqu'à mon BEPC à Moundou et je suis venu à N'Djamena en 92 pour continuer la seconde jusqu'en terminale. J'ai eu mon bac D ici et après j'étais entré à la fac de Facha, après quoi je suis allé à l'extérieur pour me spécialiser. Donc en quelques mots ce que je peux dire. L'humilité précède la gloire, dit-on. Il est humble, il ne veut pas parler de lui. Donc on va découvrir tout à l'heure. Sauf erreur de notre part, vous faites partie des Tchadiens qui ont travaillé à l'international. Alors, vous avez travaillé dans une grande firme internationale. Comment était cette expérience pour vous? Alors, vous savez, cette expérience, pour moi, ça m'a changé la manière de voir les choses. Parce que vous savez, après, quand je reviens ici, on parle tout à l'heure de vivre ensemble. On voit sur les réseaux sociaux beaucoup de fibres ethniques ou régionalistes. Et moi qui ai vécu pendant plusieurs années dans un milieu international où on a les Chinois, les Indiens, les Japonais, les Américains, on se mélange partout. Et deux fois, mon boulot m'amène dans des endroits très dangereux où on est par exemple sur des plateformes en mer profonde, sur des bateaux. Et vous devez vous comprendre et survivre ensemble. Et donc là, on ne voit plus même la couleur de peau, on voit qu'on est tous des humains et qu'on doit s'entendre pour survivre ici. J'étais dans un milieu où on ne regarde pas la couleur de ta peau, on sait qu'est-ce que tu sais faire. C'est ça qui compte. Aujourd'hui, il y a plus en plus de jeunes Tchadiens qui aspirent à une carrière internationale. Et certains trouvent que cela n'est pas bien, ils doivent mettre leur intellect au service de leur pays. Quelle est votre opinion par rapport à cela? Je suis aujourd'hui ici au Tchad, c'est effectivement, si on voit que le pays des autres est très bon et que ça fait beau vivre là-bas, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont décidé de rester chez eux, de travailler dur pour changer les choses. Et je pense que tant que nous n'avons pas ce patriotisme intrinsèque en nous, ça serait difficile. Notre pays va ressembler à ce qu'il est aujourd'hui et on va laisser à nos enfants. Donc pour moi, c'est vrai, c'est bien aller avoir de l'expérience à l'international, ça vous ouvre beaucoup d'opportunités, une certaine hauteur de vue qui vous permettront maintenant de voir, voilà, moi j'ai vu telle chose dans tel pays, je veux que mon pays soit comme ça. Et souvent on pense que c'est l'État qui peut faire. Non, l'État ne peut pas faire toutes choses. Je parle en connaissance de cause, j'étais à l'intérieur de l'État. Je sais que l'État peut gérer globalement, mais la différence se fera dans un état d'esprit individuel. C'est-à-dire que si dans votre propre vie, en tant que Tchadien individuellement, on ne cherche pas à être meilleur que ce qu'on est hier, on va tous rester ensemble et on ne va pas avancer.
Justement, en parlant d'État, vous avez eu une expérience dans le gouvernement, en gérant d'ailleurs un portefeuille très important, celui du pétrole. Au moins 4 ans. En quoi est-ce que votre expérience à l'international vous a servi pour bien mener votre mission? Bon, déjà, le secteur que j'ai géré entre-temps, c'était le secteur pétrolier. Et j'ai eu la chance de travailler dans plusieurs pays africains qui produisent le pétrole. Et donc, je travaillais du côté des pétroliers. Et de voir ce que les pratiques de ces compagnies vis-à-vis de nos pays, c'était quelque chose qui m'a toujours révolté quelque part. Parce que vous voyez, je ne citerai pas le pays, mais il y a des pays où on voit qu'on truque le compteur pour compter moins que la quantité produite. Deux fois, on cache certains frais d'importation. Donc ça fait que les pays africains perdent. Et me retrouver ici et du côté maintenant des régulateurs de l'État, moi ça a été très facile du point de vue de gestion. Je sais exactement où regarder tout ça. Donc c'est vrai, mon expérience internationale a beaucoup aidé à voir très vite là où il y a les problèmes. Et eux aussi, les pétroliers, excusez-moi le terme, c'est comme insectes, on se connaît tous. Et j'ai dit, vous savez ce que je sais, faites très attention ici, faites très attention de ce côté-là. Vous avez appris qu'on a eu de batailles par rapport à la pollution, des gens qui polluaient en fait des pratiques qu'on a arrêtées depuis 1920 et ici ça se faisait, etc. Donc mon expérience a beaucoup aidé. Et après, le côté politique, vous savez, mon arrivée au poste de ministre était quelque chose d'inattendu parce que quelques mois avant, j'étais sur les plateformes pétrolières en mer. Donc tu es un ingénieur, tu sais que tu connectes ça ici, ça marche, tu débrailles, ça marche pas. Mais là, tu viens rentrer dans la politique où ce qui est blanc peut paraître rouge selon où tu te trouves. Et si je vous raconte comment j'ai été... on m'a annoncé que j'étais ministre du pétrole. Ça, c'est... Qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez dansé? Non, mais laissez-moi vous expliquer. On était allé à Badila, c'est un petit village là où on a connecté le champ de... En temps, la société s'appelait Griffith. Donc, on devait connecter leur pipeline à ce pipeline qui va vers Kribi. Et donc, c'est une technique, on ne doit pas arrêter la production, mais en même temps couper le pipe et connecter le nouveau pipe. Donc, c'était une opération un peu spéciale. Et on était là-bas, il n'y avait pas le réseau. Donc, à 14h, mon téléphone commençait à sonner, mais sans fin. Mais comme il n'y avait pas assez de réseau, dès que je décroche pour faire allô, ça coupe. C'est-à-dire, ça se coupe tout de suite. Donc, je n'arrivais pas à savoir, mais qu'est-ce qu'il y a? Peut-être une vingtaine d'appels. Et un des cadres du secteur pétrolier qui était avec nous, il court vers moi et puis il me salue, il dit « Félicitations, monsieur le ministre ». Je dis que ministre de quoi? Il dit « Tu es ministre du pétrole ». Ouais, j'étais là, c'est comme mis de l'eau glacée là. Parce que moi, j'aime pas apparaître en public, tout ça. Et vous savez qu'est-ce qui est passé pour la première fois dans ma tête? Mais si tu vas parler à la télé. Et donc, c'était ce trac-là. J'étais là, et effectivement, quand on était rentré le lendemain, tous les journalistes, tout ça. Et moi, je suis quelqu'un de calme, mais je ne suis pas timide, par contre, ok? Et c'est vrai, j'aime pas apparaître, j'aime pas être au premier plan. Et donc là, tu te retrouves, par la force des choses, d'être au premier plan. Donc, je me dis, ok, maintenant, il faut faire avec. Alors, on va dire, vous étiez le jeune ministre, ça vous a d'ailleurs valu les sobriquets comme le petit ministre ou encore Monsieur Slim, pour dire que vous êtes sexy. Parce que être ministre, ça donne de la popularité, du pouvoir. Comment vous avez fait pour gérer cette popularité? Non, moi, j'ai été très lucide, je crois. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai rentré un jour de Paris et j'étais dans l'avion, donc
je suis assis et il y a un monsieur qui est venu s'asseoir à côté de moi. Et donc, on s'est dit bonjour, bonjour. Donc, moi, j'étais en jean et puis t-shirt et mon sac à dos. Et le monsieur, bon, je l'ai salué. Après, on est resté là, on n'a pas du tout causé jusqu'à l'avion atterri ici. Maintenant, c'est un blanc, en fait. Donc, le lendemain matin, il se pointe au ministère du pétrole et il venait pour voir le ministre et c'était moi en face de lui. Donc, il a rougi sur le chef. Il dit, mais donc hier là, si je disais que, mais comment, alors que c'était moi qui ai envoyé une lettre d'invitation, c'est une société qui voulait faire dans le solaire, je crois. Donc je lui ai envoyé une lettre d'invitation. Mais il dit, mais je ne peux jamais imaginer que vous étiez ministre parce que vous n'avez pas attaché les cravates, etc. Donc, moi, j'ai toujours été très lucide parce que je sais comment ces choses parlent. C'est une fonction. Et ce qui m'a aidé aussi, vous savez, j'ai l'habitude de dire que j'ai plusieurs vies parce que j'étais d'abord comme technicien de l'eau, donc on partait vers le nord. Et puis boum, je suis passé dans le pétrole avec cette carrière à l'international. Et puis je suis venu ici au Tchad. Et pour moi, c'est un passage et que tôt ou tard, ça va finir. Donc c'est pas la peine de prendre la grosse tête et vous savez, souvent dans la vie, ce que j'ai appris, les gens pensent que c'est ceux qui vous critiquent négativement qui peuvent vous nuire. Au contraire, en fait, quand on vous critique négativement et que c'est fondé, il faut prendre ça et avancer avec. Par contre, quand tout le monde vous dit que non, vous êtes très beau, tout ça, en fait là, l'erreur à ne pas faire, c'est de dire que moi, je suis déjà arrivé. C'est votre fin qui commence comme ça. Donc, moi, je me suis jamais, même les adulations, tout ça, je prends avec pincette. Et je pense que cet état d'esprit, je me dis que je dois être la meilleure version de moi d'hier. Donc, je me compare à personne et j'essaie de chercher ça. Et personnellement, je ne suis pas encore satisfait de ça. Donc, voilà, j'ai géré ça avec plus de profil bas. Entre les voyages et les réunions, comment vous avez concilié tout ça avec la vie privée, surtout avec l'épouse et les enfants? Oui, c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à gérer parce que, bon, vous êtes habitué à rentrer tôt, être en famille, aller au lit à une heure bien donnée. Mais quand vous occupez ces postes-là, moi, quand je vois les ministres faire des discours, c'est dit quand vous êtes déjà passé par là, vous savez qu'est-ce qui se passe en fait. Et on peut, de l'extérieur, on voit que c'est facile, c'est fashion comme on le dit, tout ça. Mais quand vous êtes dedans, des fois, c'est pas facile. Vous rentrez très tard, vous voyagez et le stress, et je vous dis pas le stress que ça génère, c'est pas évident en fait. Mais vous savez. Une chose que j'ai appris, en fait, les gens qui seront toujours là pour vous, c'est votre famille. Et ça, il ne faut jamais l'oublier. Je vois souvent certaines personnes font des erreurs lorsqu'ils arrivent. C'est un terme, on dit que telle personne est arrivée, ils changent complètement. C'est une bêtise parce qu'en fin de compte, c'est quand quelque chose vous arrive que vous allez savoir exactement lesquels qui sont les vôtres exactement. Donc, on doit prioriser. On doit prioriser sa famille, s'assurer que la famille doit être le numéro un. C'est pas le boulot. Le boulot, tout ça, c'est des choses passagères. Il faut savoir donner du temps à ceux qui tiennent à nous. Parce que souvent, on ne vit plus pour soi. On vit pour ceux qui nous aiment. Et c'est pour eux que parfois, on se fait violence pour se préserver pour eux. Vous dirigez un centre de recherche. Parlez-nous un peu plus de votre centre. J'ai toujours aimé la recherche. J'aime pas être dans 4 murs carrés, on te dit fais ci, fais ça. Moi, je suis un rêveur, je veux créer des choses. Et ça, pour moi, c'est pas un travail. Vous savez, si vous avez la passion de ce que vous faites, c'est que vous ne travaillez plus. Et donc, c'est pour ça alors que l'envie de créer ce centre de recherche est venue et nous travaillons depuis plus de 15 ans
Déjà, il y a quelques jours, j'ai lancé sur les réseaux sociaux une des innovations que nous avons faites et qui, peut-être les gens ne l'ont pas compris, mais avec le temps, ça passera. Dans le monde de ce qu'on a fait, les pompes, par exemple, pour pomper de l'eau ou bien même le pétrole, etc., ceux qui auront le temps de comprendre ce que nous avons pu réaliser avec, j'étais pas seul, hein, c'est toute une équipe, et je crois que j'ai plein de mes gars qui sont là, qui se sont sacrifiés. Et vous voyez, de l'électronique, de la fabrication de l'électronique à la construction, tout se fait ici à Gassi. Et pour vous donner une idée, nous avons réussi à... On se dit, mais comment utiliser les réseaux sociaux autrement? La pompe que nous avons fait, ça permet aussi d'utiliser les communautés pour appuyer le développement. Donc, l'idée qu'on a eue, on dit, mais les gens créent des groupes Facebook pour s'insulter, tout ça. Nous, là, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que nous, on est dans les idées qui avancent. Donc, c'est dans ce sens qu'on a fait à ce que, par exemple, nos pompes peuvent se connecter sur Facebook. Donc, imaginez, je prends un exemple. C'est quoi le nom de votre village? Léré. Léré, voilà. OK. On va à Léré, on installe une de nos pompes. On va lui créer une page Facebook, la pompe communautaire de Léré. OK? Et elle est seule, quand on la démarre pour produire de l'eau, elle publie comme si c'est quelqu'un qui publie. Donc elle publie des infos là-bas. Et par exemple, si c'est des pompes préfinancées et qu'il n'y a pas de crédit pour racheter, elle va publier un message du genre, si vous êtes ressortissant de Léré, la pompe communautaire n'a plus assez de crédit d'eau pour pomper de l'eau. Donc si vous voulez aider la population de Léré, voilà le numéro Move Money, Airtel Money, et vous pouvez envoyer directement de l'argent à la pompe et elle va prendre votre nom du message de téléphonie là pour publier. Merci à Madame Yasmine pour avoir acheté de l'eau pour la population de Léré. Ah ça, félicitations. C'était ce genre de choses qu'on fait et je pense que c'est notre manière à nous, dans notre domaine, de contribuer à ce que nous avançons. Aujourd'hui, quand vous revenez sur votre carrière, de quoi êtes-vous le plus fier? C'est mon parcours à l'international parce que, d'abord je commence par là parce que c'est ça qui m'a forgé en fait. On te pousse à bout en disant que non, on ne te juge pas par rapport à ton apparence, à ta couleur, où que tu sois, mais qu'est-ce que tu connais? Qu'est-ce que tu peux apporter à notre compagnie? Et ceci est valable aussi pour le Tchad. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut apporter au Tchad? Et c'est ça la belle question. Est-ce que M. Nderassem a-t-il des projets futurs? Mais énormément de projets. On est un centre de recherche, on a tellement de projets, d'ambition. Vous savez, le rêve, on voulait créer même des points d'eau dans le désert et voir des milliers de chameaux venir là-bas, créer des lacs au sud pour que les gens fassent de l'agriculture, etc. Est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, le riz produit localement au Tchad, on finit de manger en 3 mois. Okay. C'est-à-dire qu'après les 3 mois, il faut importer le riz, par exemple, pour le Tchad. Alors qu'on a tellement de terres, etc. Donc, notre rêve, c'est de voir le Tchad changer avec la technologie qu'on a mis en place. Pour finir, hein, est-ce qu'il vous arrive souvent de dire « je t'aime » ? Oui. À qui? Ben, surtout mes enfants. Bah, la caméra est à vous, dites-le. Non, mais à beaucoup de gens, y compris mes enfants, chaque matin, ou bien ma petite fille. Donc, je dis à mes enfants que je vous aime, et eux aussi me disent je t'aime. La personne avec qui je vis, je dis je t'aime. C'est beau, tu vois. Et l'erreur aussi que les parents font souvent, c'est en dessous de 10 ans, il faut créer l'attache émotionnelle avec les enfants. Une fois que l'enfant passe 10 ans, il grandit déjà, et que vous n'avez pas réussi à créer l'attache émotionnelle, même si vous êtes son père, tout ça, après, il ne ressent pas ça. Merci beaucoup, Monsieur Nderassem. Monsieur Nderassem est sur notre plateau et il nous fait un petit cadeau avant de nous quitter. Vous savez, il a plusieurs cordes à son arc, un talent caché. Il joue à la guitare. Oh.
Lydia veut chanter aussi, y a pas de souci. Dariye tada nana, dariye tada nana, dariye tada nana, dariye tada nana. Dari azifan mayip kujufuga, mani dora na samai sana bunduk, ni dora dari abga helu helu. Ya bulule yuriye ana dari dariye dariye ayana dari chadanana dariye chadanana yeah dariye chadanana dariye chadanana dari azifan mayip kujufoga mani dora na samai sana bunduk Nidora dari abga mishil daru fugani gablulei huriye no dari he chadanana dari chadanana dari chadanana oh dari chadanana. Ouais. Merci, on applaudit très fort pour lui. Merci beaucoup pour cette belle surprise.